Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. À l'occasion de sa réélection pour un deuxième mandat présidentiel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de félicitations de rois et chefs d'État de plusieurs pays. Les détails dans un instant. Sur les réseaux sociaux notamment, court et semé l'idée aussi que les pays membres des BRICS auraient encore une fois sollicité l'Algérie pour rejoindre ce groupe et seraient même en pole position dans le futur élargissement. Mais la question qui se pose, ces chuchotements servent quel parti et à quelle fin? Élément de réponse dans ce 19h. Et l'opération des équipes médicales qualifiées dépêchées dans les wilayas de sud touchés par les cas de diphtérie et de paludisme importés de pays endémiques ont entamé leur mission et dès leur arrivée hier dans la nuit, appuyés par un important matériel médical. Le point avec notre envoyé spécial à Nizam. Et puis l'Algérie n'a cessé et ne cessera de défendre la cause palestinienne au niveau du Conseil de sécurité. Une position appuyée par l'appel hier depuis New York du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, qui a rappelé la responsabilité de ce Conseil de sécurité et l'urgence d'imposer un cessez-le-feu à l'entité sioniste qui continue à massacrer des civils innocents. Et au Liban, le ministère libanais de la Santé a déclaré aujourd'hui dans l'après-midi que les bombardements sionistes ont fait plus de 700 martyrs, en majorité des civils. Et le Hezbollah a annoncé le décès de son secrétaire général Hassan Nasrallah après que l'entité sioniste ait pris pour cible 6 immeubles d'habitation. Et au Maroc, le régime du Merzen est incapable désormais de répondre aux préoccupations d'une société sous l'emprise de plusieurs problèmes sociaux, résultat d'une gouvernance qui attire les pays, qui attire le pays vers la décadence, un pays qui se voit la face. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le roi du Royaume des Pays-Bas, Willem-Alexander, a félicité aujourd'hui le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de son accession à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire pour un deuxième mandat présidentiel, lui exprimant ses sincères félicitations et ses vœux de succès dans l'accomplissement de ses fonctions au cours de son deuxième mandat présidentiel. Il a souligné que la République d'Algérie et le Royaume des Pays-Bas partagent une longue histoire et qu'il est très satisfait de la coopération entre eux, exprimant également sa certitude et sa conviction qu'elle peut être élargie et approfondie au cours de la période à venir. Et le président de la République du Kenya, William Samoei Ruto, a adressé un message de félicitations également au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, qui est un témoignage profond de l'énorme mandat et de la confiance du peuple algérien. Et le président kenyan a également assuré au président de la République l'enthousiasme de son pays à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les peuples algériens et kenyans, souhaitant au président de la République tout le succès possible à la tête de l'Algérie au cours des prochaines années. De son côté, le président du Cameroun, Paul Biya, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant plein de succès à la tête de l'Algérie. À cette occasion, le président camerounais a exprimé son espoir de travailler avec le président de la République pour promouvoir et renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Et le président de la République du Malawi, Lazarus Makaté Chakwera, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite à sa réélection à un second mandat présidentiel, et qui déclare « Votre Excellence, le président de la République, et j'ai reçu avec une grande joie la nouvelle de votre victoire aux élections présidentielles. Au nom du gouvernement et du peuple malawi, je vous adresse mes sincères félicitations et meilleurs vœux à votre Excellence. » Et de son côté, le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, a adressé un message de félicitations également au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa deuxième élection
consécutive au nom du peuple et du peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et en mon nom propre. Je vous adresse à travers vous au peuple et au gouvernement algérien mes plus chaleureuses félicitations pour votre réélection, tout en exprimant ma confiance dans le fait que les relations amicales existantes entre nos deux pays continueront à être renforcées. Et dans le reste de l'actualité, déconcerter les milieux d'affaires de lever le voile sur une information diffusée à 200 sur les réseaux sociaux, elle court seulement l'idée que les pays membres des BRICS auraient encore une fois sollicité l'Algérie pour rejoindre ce groupe. Un groupe auquel font partie des pays qui ont accepté de rester sous l'hégémonie des États-Unis et de certaines institutions internationales. Mais quelle est enfin la vérité tapie derrière ces chuchotements annonçant l'Algérie en pole position dans le futur élargissement des BRICS? Élément de réponse avec Adel Bouhames. Pour les autorités algériennes, le dossier de l'adhésion aux BRICS est clos. Mieux encore, l'Algérie a définitivement tourné la page, même si elle est membre de la Banque des BRICS. Les raisons qui ont poussé l'Algérie à tourner le dos à ce conglomérat sont à la fois simples et logiques. Quand, durant l'été 2023, le sommet de Johannesburg s'est conclu par l'adhésion de 6 nouveaux membres, aucun argument plausible n'a été avancé pour justifier l'élimination de l'Algérie, dont le dossier a été retiré à la dernière minute, à la surprise générale, démontrant ainsi une incohérence flagrante tant sur le fond que sur la forme. Censé remettre en question un ordre mondial établi, représenté par le FMI et la Banque mondiale, cette organisation devrait agir avec une approche plus inclusive. Or, elle adopte une logique de sélection absurde, limitant aussi bien son impact que sa portée. Au lieu de ratisser large et d'apporter des solutions globales, elle se contente d'une démarche restrictive. Cette contradiction n'affaiblit-elle pas sa crédibilité ? Comment en effet ne pas douter de ses véritables intentions quand on sait que l'Algérie est de très loin mieux lotie que plusieurs pays admis à l'organisation lors de ce fameux sommet? Pays sans dette extérieure, possédant la plus grande superficie d'Afrique, regorgeant d'importantes ressources minérales et énergétiques, l'Algérie est dotée d'infrastructures enviables par tout le continent. Plus surprenant encore, le FMI et la Banque mondiale, généralement avares en compliments, ont publiquement salué les performances économiques de l'Algérie, allant jusqu'à les ériger en modèle de réussite. Pourtant, ironie du sort, ce sont les BRICS, ces champions autoproclamés de l'alternative économique mondiale, qui ont choisi d'ignorer une telle prouesse. Mais cette cécité n'a rien de mystérieux, c'est même un secret de polichinelle. La vérité est qu'un pays membre des BRICS obéissant à des intérêts mesquins bien loin de la rigueur économique a mis son veto avec une insistance presque théâtrale, empêchant ainsi l'adhésion de l'Algérie. Et pour couronner le tout, ce pays agit non pas par conviction, mais sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe qui orchestre en coulisses une pression aussi sournoise que stratégique sur le reste des membres, veillant à ce que l'Algérie soit éliminée. Comme quoi, dans les coulisses des BRICS, la géopolitique prend des allures de comédie bien huilée. Reste-t-il encore une raison pour répondre à l'appel du pied des BRICS? Les nouveaux membres des BRICS, comme les Émirats arabes unis et l'Égypte, sont très proches des États-Unis, alors que l'objectif de la création des BRICS était de sortir de l'hégémonie des États-Unis et de certaines institutions internationales. Dans ce cas, à quoi bon d'adhérer aux BRICS, qui devaient militer pour un monde multipolaire? En revanche, l'Algérie est membre de la Banque des BRICS. Le cas de l'Algérie, dont l'exclusion résulte moins de critères économiques que de manœuvres politiques, est un exemple frappant. Alors que le FMI et la Banque mondiale ne cessent de vanter sa performance et sa résilience face aux crises globales, cette exclusion souligne la fragilité des engagements des BRICS à l'égard des économies émergentes. L'Algérie, avec ses réserves énergétiques stratégiques, sa stabilité financière et ses réformes internes audacieuses, aurait dû naturellement figurer parmi les nouveaux membres. Cette incohérence révélera sans doute à terme les limites d'un bloc qui prétend remodeler l'ordre économique mondial, mais qui en réalité est lui-même prisonnier de ses propres calculs, au-delà des slogans.
L'intégration dans les BRICS repose sur des logiques bien éloignées de la seule excellence économique. L'Algérie, qui a de tout temps plaidé en faveur de la multipolarité dans les relations internationales et le rétablissement de la coopération multilatérale, continuera à défendre ses choix avec ses alliés des BRICS dans d'autres cadres, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe des 77 et le mouvement des non-alignés. Fidèle à ses principes, l'Algérie ne pourra plus faire partie de cette organisation. La page est définitivement tournée. Et concernant la situation sanitaire que connaît le sud du pays, notamment l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme provenant de pays limitrophes, le ministère de la Santé tient à rassurer la population que tous les cas sont pris en charge selon les protocoles en vigueur. À cet effet, en application des instructions du président de la République, une délégation médicale qualifiée est dépêchée à Tamanrasset, Borjouaji Mokhtar et Ingizem depuis hier, qui est arrivée sur place dans la nuit. Et l'Algérie, rappelons, elle a obtenu la certification de l'OMS pour l'élimination du paludisme et les cas enregistrés actuellement sont des cas importés de pays endémique. Et je le disais, hier, une cargaison d'aide composée notamment de matériel médical a été acheminée à bord d'avions militaires à partir de la base aérienne militaire de Bouferik vers ces wilayas touchés. Je le disais, les équipes médicales qualifiées arrivées dans la nuit ont entamé directement leur mission médicale, nous dit notre envoyé spécial sur place à Inegizem, très exactement Yamila Saïdji. L'équipe médicale est arrivée tôt ce matin à Ingezem, accompagnée de plusieurs tonnes de matériel médical destiné au centre de santé de la région. Cette mission a pour but d'évaluer la situation sanitaire avec un focus particulier sur l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme importés dans certaines wilayas de l'extrême sud du pays. Il y a de nombreux signalements de cas notamment de diphtérie. On est obligé donc avec cet apport massif de médicaments, ça va rapidement effectivement rejoindre ce que vous dites, arriver vers une situation maîtrisée. Mais le nerf de la guerre, c'est le médicament. Et comme il est là, je suis confiant et pour que cette situation puisse se rétablir rapidement. Et d'ailleurs, depuis 2 jours, on a constaté au niveau de Ingezem une baisse du nombre de contaminations par la diphtérie. Les aides médicales désormais sur place permettront de soulager les établissements de santé locaux. L'équipe médicale est mobilisée pour suivre de près l'acheminement des médicaments vers les polycliniques et autres centres sanitaires. Je remercie le président de la République ainsi que tout le staff médical chargé de venir en aide à la population de Ingezem pour cette initiative. Je remercie tous ceux qui ont veillé au bon déroulement de cette opération, à leur tête le président de la République qui nous a soutenus dans ces moments difficiles. Les médecins et la cargaison de médicaments vont vraiment nous aider afin de stopper la propagation de cette épidémie. En tout, ce sont 20 tonnes de médicaments et de matériel médical qui ont été acheminés vers les wilayas de Tamanrasset, Ingezem et Borjouaji Mokhtar, marquant un effort majeur pour contenir l'épidémie et protéger les populations locales. Et dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réitéré la position immuable de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne qu'elle n'a cessé de défendre au niveau du Conseil de sécurité. Encore une fois, Attaf a rappelé la responsabilité de ce Conseil de sécurité et l'urgence d'imposer un cessez-le-feu à l'entité sioniste qui continue à massacrer des civils innocents en Palestine occupée. Commentaire Bader Amarli. Lors de cette réunion qui intervient pour tenter d'éviter une éventuelle escalade au Moyen-Orient, l'Algérie, à travers son ministre des Affaires étrangères, a appelé le Conseil de sécurité à adopter une position stricte envers l'occupant sioniste et à respecter le droit international. Ahmed Attaf est revenu sur l'importance du rôle de ce Conseil de sécurité à faire face aux crimes sionistes. Nous sommes face aux répercussions catastrophiques qui en découlent de la passivité du Conseil de sécurité devant les atrocités commises par l'occupant sioniste et ses plans expansionnistes et destructeurs. La barbarie de ces crimes a atteint des seuils inhumains.
Ahmed Attaf a dénoncé l'impuissance de la communauté internationale à imposer un cessez-le-feu, mettant en garde contre l'escalade sioniste et ses répercussions sur la stabilité de toute la région. Le ministre des Affaires étrangères a appelé à trouver une solution durable à la question palestinienne en édifiant un État palestinien indépendant. Le Conseil de sécurité doit assumer la responsabilité juridique, politique, morale et humanitaire qui lui incombe face à l'horreur des crimes sionistes à l'encontre des Palestiniens et des autres peuples et pays de la région. Aucun manquement à cette responsabilité ne saurait être justifié. C'est une responsabilité imprescriptible qui ne peut aucunement être éludée. Cette instance centrale est dans l'incapacité de trouver les moyens de rendre justice au peuple palestinien et de faire valoir ses droits. L'initiative algérienne réaffirme l'engagement de l'Algérie à défendre les droits du peuple palestinien. Cette réunion permet de maintenir la pression sur l'occupant sioniste afin de trouver des solutions pacifiques à même de garantir la stabilité de la région. Et justement, concernant la situation en Palestine occupée, dans la bande de Gaza, les familles des disparus vivent dans l'incertitude et l'espoir de retrouver leurs proches. Le refus de l'occupant sioniste de révéler leur identité laisse ces martyrs son nom, reposant dans l'oubli, nous dit Wissam Abouzaïd dans cette correspondance. Récit Yasmine Moussaoudi. Au bout d'une année de génocide quotidien, les Palestiniens se retrouvent désormais dans l'incapacité de reconnaître leurs martyrs. Le ministère palestinien de la Santé a reçu les dépouilles de près de 90 martyrs dont certains étaient en état de décomposition et sans aucune information sur leur identité. Malgré les demandes adressées au Comité international de la Croix-Rouge pour tenter d'identifier ces victimes, le ministère de la Santé palestinien a procédé à l'enterrement des corps par respect pour les défunts. Il y a des martyrs dont nous ignorons l'identité. Ils seront enterrés dans des fosses communes que nous avons baptisées le cimetière des martyrs, où sont enterrés près de 8000 martyrs. Ces martyrs anonymes ont été enterrés sans que leur identité ne soit connue, sans savoir comment ils ont été tués, ni d'où l'occupation a exhumé leur corps. Leur apparence modifiée témoigne des horreurs qu'ils ont dû subir. Une situation qui reflète la volonté de l'occupation de cacher sa brutalité au monde, des actes commis contre des familles entières, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous sommes ici pour l'identification des dépouilles. Malheureusement, leur apparence est totalement modifiée. J'ai perdu mon fils et son corps n'a pas encore été retrouvé. Nous sommes tous ici pour la même raison. Cela fait 4 mois que mon fils est porté disparu. J'ai l'espoir de le retrouver. Tout le monde ici est dans l'incertitude, vivant dans l'espoir que l'un de leurs enfants disparus soit encore en vie ou figure parmi les prisonniers arrêtés par l'occupation. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le savoir puisque l'occupant a refusé de révéler leur nom. Ils resteront des numéros dans une fosse commune et la vérité de ce qu'ils ont subi demeurera inconnue. Et l'actualité est marquée aujourd'hui par la disparition du chef du mouvement libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui est tombé aujourd'hui en martyr dans une frappe menée par les forces d'occupation sionistes sur la banlieue sud de Beyrouth, après que l'entité sioniste ait pris pour cible 6 immeubles d'habitation dans le sud du Liban hier. Et au Liban toujours, le ministère libanais de la Santé a déclaré que les bombardements sionistes ont fait plus de 700 martyrs, en majorité des civils. L'intensification des bombardements a contraint plus de 50 000 personnes de fuir vers la Syrie. Plus de précisions avec Yasmine Saoudi. À quelques kilomètres de la bande de Gaza, Beyrouth, la capitale libanaise, est en proie à une intensification des bombardements sionistes, plongeant sa population dans une peur et une détresse insoutenables. Des familles entières sont contraintes de fuir, cherchant désespérément un endroit où se réfugier. Le Liban, jusque-là refuge pour beaucoup de Syriens, n'est plus sûr tant pour les Libanais que pour les réfugiés. Plus de 50 000 personnes entre Libanais et Syriens ont fui vers la Syrie. En parallèle, plus de 200 000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays.
أعتقد أنه يفعله اليوم أما من خلال الاستهدافات التي تحصل داخل. Les récentes attaques au Liban créent une pression accrue sur la population, entraînant des déplacements massifs des Libanais. Par exemple, des zones densément peuplées comme la banlieue sud de Beyrouth pourraient voir un nombre important de déplacés. Cette situation pourrait compliquer les relations entre les Libanais qui fuient leur foyer et ceux qui viennent du nord de la Palestine. L'agence de presse libanaise a rapporté que d'épais nuages de fumée couvraient le ciel de la région et que d'énormes explosions ont ébranlé la capitale et ses banlieues. Après que des avions militaires sionistes aient mené une série de raids violents ciblant le sud de Beyrouth. Elle a ajouté que 6 bâtiments avaient été rasés à la suite d'une série de raids dans la même région. À travers ces attaques, l'armée sioniste mène une guerre psychologique visant à pousser les partisans du Hezbollah à demander l'arrêt de son soutien militaire à Gaza. En parallèle, elle intensifie régulièrement ses frappes sur des zones considérées comme hostiles, dans le but d'affaiblir le Hezbollah et de réduire sa capacité à desserrer l'étau imposé sur Gaza. En prenant les civils pour cible, les sionistes franchissent une nouvelle étape et optent carrément pour la politique de la terre brûlée, plongeant ainsi le Moyen-Orient à une guerre totale, tout en faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité, refusant toute tentative pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, profitant ainsi une énième fois du silence complice des pays occidentaux. Et puis au Maroc, le Makhzen est désormais dans l'incapacité de répondre aux préoccupations d'une société sous l'emprise de plusieurs problèmes sociaux. Par exemple, le chômage gagne du terrain au royaume, résultat d'une gouvernance qui attire le pays vers la décadence. Cette situation, qualifiée de catastrophique, pousse la jeunesse marocaine à braver les dangers de la mer au prix de leur vie. Nadia Amal, les commentaires. Confronté à une grave crise multidimensionnelle, le Makhzen est désormais dans l'incapacité de répondre aux préoccupations d'une société sous l'emprise de plusieurs problèmes sociaux. Le chômage gagne du terrain au Maroc, résultat d'une gouvernance qui attire le pays vers la décadence. Cette situation qualifiée de catastrophique pousse la jeunesse marocaine à braver les dangers de la mer au prix de leur vie pour rallier l'autre rive de la Méditerranée. Matin et soir, des groupes de jeunes fuient leur pays par voie terrestre et maritime. Pour eux, tous les moyens sont bons pour fuir vers les villes espagnoles pour se débarrasser du diktat du régime du Makhzen. شناهي كاع نقولوا خدام ب 2000 درهم الشهر غدير لي 2000 درهم الشهر تخلص لي الكرا غتخلص لي الضو والماء لا خدمه لا والو غير الدار والدوران بالليل تتبقى الدور في الزناقي تتنعس تفيق حتى الجوج تتقلب باش تفطر والدينا قهرنا ب 100 درهم افرانك خدموا ولاد الشعب راه ما عندهمش C'est cette situation catastrophique que vit la majorité du peuple marocain due à une minorité de personnes influentes du régime du Makhzen qui sert ses propres intérêts au détriment du peuple qui souffre de la pauvreté et du chômage dont les taux n'ont cessé d'augmenter d'année en année pour atteindre près de 50%, un chiffre qui donne froid dans le dos et a poussé à tirer la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. هادشي ما تكتبوش على عباد الله راه ما كاينش حقوق الانسان كاين هنا يهرسوا البوك الضلوع هضرتي يهرسوا البوك الضلوع دي حاجه باينه راه حنا هادشي واحد الديكتاتوريه اللي كتمارس علينا حنايا ما عندنا لا حق لا حتى شي حاجه واش خوتي ما كتشوفوش هاد المشاكل اللي كنعانيو منها نتوما راه خصكم وقفه احتجاجيه من طنجه قدك حتى للكوير باش تحبسوا هاد العبث هذا ديالكم وهاد الكذوب وهاد التخربيق. C'est là la réalité amère vécue par le peuple marocain au quotidien et que le régime du Makhzen tente d'occulter par tous les moyens. Un régime noyé dans la normalisation et dans la conspiration. C'est pour ces raisons, entre autres, que la rue ne décolère pas depuis 3 ans. Des manifestations sont organisées à longueur de journée, des semaines et des mois. Des manifestations dispersées par la police marocaine à coups de matraque. Une répression sauvage et des arrestations arbitraires. C'est à l'exemple de cette grève des étudiants en médecine, des syndicats et de toutes les personnes ayant participé à ce mouvement de protestation continue.
اللي تعرضوا يوم 25 شتنبر للقمع رهيب من طرف السلطات. كانوا اعتقالات، ضربوهم، الاباء حتى هما مشاو تعتقلوا باي ذنب، بالذنب انهم خرجوا كيغوتوا على التكوين ديالهم، جوده التكوين. بعد القمع الذي تعرض له اخواننا وزملاؤنا في كليه الطب والصيدله بالرباط، نتاسف لما آلت اليه الاوضاع، ونحمل كامل المسؤوليه الى الوزاره الوصيه وزاره التعليم العالي. Des revendications simples auxquelles la police marocaine a répondu avec une violence sans précédent envers une catégorie d'étudiants considérés comme une élite partout dans les autres sociétés à travers le monde. على الرغم من انه الطلبه كانوا متشبتين بالسياسه ديال الحوار وانه بقاو عقلانيين، يتم استفزازهم البارحه بواحد التدخلات امنيه عنيفه. المشاهد القاسيه اللي شفناها البارح، المشاهد اللي يعني تدمي القلب، ديال الضرب وديال الركل وديال الاعتقال ديال الطلبه وديال الطالبات ابرياء مسالمين. كنا غنصحوا من الحافه، كانوا باغيين يقتلونا من الحافه، الله يتحشوا معنا. Des images honteuses qui mettent à nu la situation des droits de l'homme et des libertés au Maroc. La situation risque de durer avec même une année blanche qui se profile à l'horizon pour les blouses blanches. Et le Barzan est éclaboussé par un nouveau scandale et non des moindres. Les Marocains se font auditionner par les services de renseignement sionistes chez eux. En effet, les passagers marocains de confession non juive, désireux de se rendre en Palestine occupée, sont soumis aux interrogatoires du Mossad au niveau des aéroports marocains. Une mesure qui confirme que la royauté de Mohamed VI est devenue une colonie sioniste et que les services du régime du Barzan est succursale des services de renseignement sionistes. Et puis retour chez nous, dans l'actualité, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borali, a reçu aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Urška Kokar Supancic, et qui est arrivée hier soir à Alger pour une visite officielle de 3 jours. Cette rencontre a constitué une opportunité pour examiner les mécanismes de promotion de la coopération commune dans divers domaines afin de la hisser au niveau des relations bilatérales solides. Et de son côté, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, a reçu également aujourd'hui une délégation parlementaire de la République de Slovénie conduite par la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie, Urška Kokar Supancic, en visite officielle en Algérie. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les excellentes relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Et puis le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a supervisé aujourd'hui à l'École nationale d'administration Moulay Ahmed Medagri à Alger les cours, ou plutôt le cours inaugural de la 55e promotion de l'école sur le thème « Le gestionnaire public entre les exigences du contexte actuel et les défis de la gestion par résultat ». Le cours inaugural est consacré à un nouveau mode de gestion dans le cadre d'un programme prospectif de formation d'un système en adéquation avec les évolutions mondiales. Les nouveaux modes visent à surmonter les difficultés rencontrées et à améliorer la performance pour répondre aux ambitions des pouvoirs publics. Une bonne performance pour les cadres de demain leur permettra de gagner la confiance des citoyens à travers la prise en charge de leurs préoccupations et la satisfaction de leurs besoins. Et puis un mot de cinéma. Les projections de la 19e édition des rencontres cinématographiques de Bdjaya se font au sein de la mythique cinémathèque située au centre-ville de Bdjaya. Cette cinémathèque qui a fait peau neuve après une opération de réhabilitation qui s'est faite en un temps record, très exactement 4 mois, pour accueillir cette nouvelle édition, nous dit notre envoyé spécial Mounia Arbi. La cinémathèque algérienne de Béjaïa, vieille de plus d'un siècle, subissait l'effet du temps.
Il était plus que nécessaire d'établir une réhabilitation des lieux et une rénovation complète de cette bâtisse. On a essayé de redonner une bonne allure à la salle en injectant des concepts modernes comme la lumière, la texture et le revêtement de sol. Concernant les grandes lignes, oui, on n'a rien touché. Mais concernant la menuiserie, on a essayé d'injecter des produits modernes qui répondent aux exigences actuelles comme l'isolation phonique et thermique. Les travaux ont été établis en un temps record pour pouvoir être prêts à l'un des rendez-vous phares de la ville de Béjaïa, les rencontres cinématographiques de l'association Project Hertz. Lors de la visite de Madame la ministre au mois d'avril, le 18 avril, avec Monsieur le Wali de la wilaya de Béjaïa, elle a donné des orientations. Elle a donné des orientations à nous et à l'entreprise et au bureau d'études, de telle sorte qu'on ne prive pas. On ne prive pas les jeunes de l'association de projecteurs, puisqu'ils ont quand même un rendez-vous qui est un rendez-vous incontournable sur la scène culturelle au niveau de la wilaya de Béjaïa. Les gens doivent bien comprendre qu'on a travaillé jusqu'à 10 heures tardives, jusqu'à minuit. Et chaque jour, c'est du non-stop. Et une fois qu'on termine, on termine avec les recomptes cinématographiques. L'avancement des travaux a atteint les 80%. Il reste encore quelques lieux à réhabiliter, mais la cinémathèque est complètement fonctionnelle pour accueillir le public en grande salle, le cas des RCB. Et de Béjaïa, destination Blida, très exactement, Hammam El-Ouel, une ville plus à présenter, réputée pour son cadre naturel idyllique, mais aussi par ses eaux thermales qui drainent beaucoup de curistes et de curieux, surtout en cette saison automnale. Ces curistes qui sont servis notamment avec un complexe thermal qui offre plusieurs prestations, nous dit Falih Hamdi dans ce reportage. Regardez. On est à Hammam El-Ouel, petite commune située à 30 km de Blida. La station thermale reste le site privilégié des curistes et des visiteurs de tous bords. Cet endroit magnétise tous ceux qui sont à la recherche de calme et de plaisir. Vous avez une vue vers la montagne, vous avez une vue vers la ville, la petite ville. C'est un petit village, mais vraiment magnifique. On se repose. J'ai trouvé le repos. Je travaille dans une fonction publique, alors il y a toujours une pression. Normalement, en vide. J'ai pris l'habitude de venir ici, ça fait 3 ans. La station thermale a toujours été un pôle de détente familiale depuis le temps de nos grands-parents. Ici, à la station thermale Hammam El-Ouel, le personnel est aux petits soins avec la clientèle affluent en grand nombre. Nous avons une capacité d'hébergement de 350 personnes. Ainsi, nous avons un restaurant d'une capacité de 120 personnes. Nous avons 5 piscines eau thermale. Il y a une sauna où nous avons 3 jacuzzis pour femmes, hommes et enfants. L'eau minérale, elle guérit plusieurs maladies. Les produits du terroir y sont omniprésents, à l'instar du pain traditionnel, de vannerie et de poterie, donnant davantage la vocation touristique au lieu. La pureté de son air, ses eaux curatives, ainsi que ses fruits fraîchement cueillis et proposés à la vente, demeurent tant d'ingrédients qui ne font que régénérer la bonne santé de l'individu. Hammam El-Ouel, c'est vraiment le rendez-vous de la forme qui attend les touristes. Et avec Hammam El-Ouel, nous arrivons à la fin de ce 19h préparé par Salim Saïd et Adel Bokhames. Youssef Issa est réalisé par Mohamed Elias Taïeb. L'information revient à 23h avec Sabrine Tifergenit et la rédaction anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur Canal Algérie. Bonsoir.